je me présente, Amélie Fraisier, je suis membre de la FNTC. Je travaille chez security.com et j'anime entre autres le GT commun que la FNTC et le CR2PA ont ouvert en début d'année. D'accord ? Donc, ce groupe de travail a eu pour objectif de mettre en relation le métier que représente le CR2PA avec notamment les archivistes et les record managers de grandes entreprises françaises et les experts de la FNTC de différents sujets, de différents secteurs, pardon. Et notre objectif était de pouvoir mettre en commun des problématiques, des sujets sur lesquels nous aimerions travailler. Autant la FNTC parce que nous manquions peut-être d'une vision métier, d'une vision cas d'usage de certains sujets, mais également pour le CR2PA qui avait besoin parfois d'une certaine expertise sur certains sujets. Que nos deux fédérations, que ce soit le Club de l'archivage matériel ou la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique, on a à cœur de rendre intelligibles des concepts que nous, professionnels de l'information, devons gérer au quotidien. Lorsqu'on a souhaité au CR2PA se rapprocher de la FNTC pour un partenariat, très rapidement, le sujet de la signature électronique a été évoqué. Parce qu'il est source de bien des tracas pour nous autres archivistes dans nos organismes, soit nous sommes pressés de questions de la part de nos clients internes, soit au contraire, nous sommes inquiets du déploiement trop rapide de solutions de signature électronique dans nos organismes et du peu d'implication de l'archiviste dans ce déploiement. Du coup, les fascicules qu'on vous présente aujourd'hui n'ont pas vocation à vous rendre expert technique, ni juridique de la signature électronique, mais vous apporteront les éléments de langage accessibles pour discuter du déploiement d'une telle solution, que ce soit avec vos clients internes, la DSI, des opérationnels, des juristes, pour ne citer qu'eux, mais aussi avec les prestataires apporteurs de solutions. Finalement, le guide va mettre en avant, Jean-Mathieu, des points de vigilance à prendre en compte lorsque l'on veut mettre en place un projet de signature au sein de son organisation. Effectivement, Amélie, c'est vrai que tout à l'heure, Estelle indiquait voilà, que du jour au lendemain, ce type de projet peut tomber par besoin au sein de nos structures. On sort d'une période qui a accéléré certaines logiques de transformation numérique. Et c'est vrai que pour bien comprendre aussi tout l'intérêt de maîtriser le tempo lorsque l'on implémente ce type de solution au sein d'une entreprise, faut se glisser dans les éléments qui ont été donnés à l'instant par Pascal. C'est que l'implémentation de ce type de solution au sein d'une structure doit vraiment en fait se concevoir en mode projet pour vraiment gagner en efficacité derrière et surtout être dans une utilisation qui va protéger l'ensemble des protagonistes. C'est vrai que on a tendance à vouloir aller vite avec ce type de solution et c'est normal, on est dans une dynamique, tout le monde voit immédiatement le côté pratique et efficace et donc la tentation est vraiment présente de faire tout simplement une ouverture de service et bien de laisser faire sa vie à l'outil avec ses collaborateurs. Mais ce qui est important vraiment, c'est de partir en mode projet, c'est-à-dire maîtriser le tempo et vraiment le périmètre en amont avec les quelques cas d'usage et également le panel d'utilisateurs. Et ça permet en fait vraiment de gagner du temps par la suite. Et donc, c'est pour ça que à travers le guide, voilà, on voulait également donner un certain nombre de prérequis, un certain nombre d'éléments pratiques avec, entre autres, les cas d'usage, du coup, pour déjà fournir des premiers matériaux, des premiers éléments à nos lecteurs pour qu'ils puissent déjà y voir un petit peu plus clair. Il y a un après-signature. Et cette après-signature, on ne l'a pas inventé. Je vais aller sur les plates-bandes de Pascal. Pascal, tu m'excuses par avance. Je rappelle que la fin de l'article 1366 du Code civil nous dit « et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Donc là, on voit bien qu'on n'est plus sur la signature électronique, mais dans quelque chose qui se passe après. Je crois que tu vas nous afficher la pyramide, Amélie. Voilà. Donc, cette pyramide que vous retrouverez au début du deuxième fascicule nous montre bien cette histoire d'avant, de pendant et d'après. Là, vous revoyez ma voiture de tout à l'heure. Il y a avant de conduire, il y a le moment de la conduite et il y a le après, j'ai fini de conduire, qu'est-ce que je dois faire? Donc,
Le premier fascicule, on l'a compris, nous donne les clés de l'avant et du pendant. Et dans ce deuxième fascicule, notre objectif, c'est de nous permettre d'appréhender cette après-signature. Cette après-signature, ça se décompose en 3 temps forts. On va voir, il y a la validation, le recueil des éléments de preuve et l'archivage de ces éléments, du document signé et de ses signatures. Ici encore, je tiens à signaler que notre ambition, elle se veut juste d'être suffisamment pédagogue pour que tout un chacun puisse comprendre simplement et s'approprier les enjeux de la signature électronique. Les éléments de preuve se sont progressivement raffinés par l'appréhension du juge en matière de signature électronique. Si au début, le plaignant venait avec un fichier de preuve, c'était suffisant, ou des éléments de preuve, c'était suffisant. Mais au fur et à mesure, du fait notamment de quelques bons avocats qui ont formé les magistrats de l'ENM, les questions se sont particulièrement précisées. Elles se sont précisées et on le voit en 2018 ou en 2021, il ne suffit plus de fournir les éléments de preuve, il y a des besoins que les personnes en charge du contentieux chez moi mettent en avant. L'attestation de preuve, qui est une synthèse des éléments de preuve. Ils disent Pascal Agosti a signé électroniquement le 30 septembre 2021 à 15h25 son contrat de prêt et ce contrat de prêt sera archivé tatati tatata. C'est une attestation de preuve. Cette attestation, on l'a fournie au juge, ça permet déjà de simplifier, de mettre de la pédagogie par rapport à cette validation de la preuve. Première chose. Après, il y a quelque chose que les juges aiment beaucoup et ça les rassure, c'est les attestations de fiabilité des prestataires. Ça veut dire, là on ne parle plus d'attestation de preuve, on parle du fait que le prestataire a décidé de faire valider la qualité, la fiabilité de ses pratiques par une instance gouvernementale, ici l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais ce que l'on voit en lisant de manière fine la jurisprudence, là on nous en a sorti 3, mais pour être tout à fait sincère, au sein du cabinet, on en voit 5 à 10 par mois. La signature électronique, elle est partout. Vous en allez en voir beaucoup dans le cadre du domaine bancaire, mais elle se retrouve dans les baux d'habitation, elle se retrouve par rapport à des pouvoirs, délégations, etc. Et c'est quelque chose qui se diffuse, mais à une vitesse incroyable, vitesse d'autant plus accrue en rapport avec la pandémie de Covid. C'est plus simple de signer électroniquement plutôt que de le faire manuscritement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé par rapport à ces éléments de preuve. Les éléments de preuve, il y a des grandes catégories, on va dire, mais ça va dépendre de la symétrie de preuve que vous allez mettre en place, évidemment. Vous allez avoir tout ce qui va nous permettre d'identifier le signataire, tout ce qui va nous permettre d'identifier l'objet signé, l'intégrité dont parle François, et où il m'a fauché une partie de la phrase de l'article 1366 du Code civil, l'intégrité. Et également tout ce qui va nous permettre de manifester un consentement. Est-ce que je vais mettre un code, vous savez, les one-time passwords, dont la valeur dans d'autres domaines, dans le domaine du paiement, est désormais plus que relative. Est-ce que je vais me retrouver avec d'autres manifestations, par exemple une signature gris-gris? Que sais-je encore? Et tous ces éléments vont se retrouver comme éléments de preuve. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on se retrouve avec un prestataire, on doit pouvoir disposer de la documentation qui explique comment je gère ma preuve dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire à la fois sur la constitution des éléments de preuve, mais également sur la qualité de l'archivage, la qualité de la migration, éventuellement s'il y en a, et la qualité de la restitution. Et c'est tout ce que nous avons vu pendant ce deuxième fascicule, pendant la rédaction de ce deuxième fascicule,
et que nous avons vu avec beaucoup de plaisir, me semble-t-il.